Je suis Tania Lafort. Bonjour à tous, la responsable de la formation, directrice du centre de formation Réactive à Chamanos, centre spécialisé dans l'accompagnement pour les professionnels de l'accompagnement. On donne des formations de coaching, des formations d'hypnose pour les professionnels de santé, des formations de PNL, cohérence cardiaque et tout un tas d'autres choses. Je suis moi-même infirmière de formation. J'ai moi-même découvert la PNL quand j'avais une vingtaine d'années. Ne riez pas, je sais, c'est loin. Et donc, je vais ce soir vous présenter un peu ce qu'est la PNL. Et puis, je vous présenterai aussi Cécile Blanchet, qui est une ancienne stagiaire qui a créé son centre de formation pour spécialiser dans les apprentissages, mais elle se présentera beaucoup mieux elle-même. Voilà. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Cécile, avant que je commence la présentation de la Oui, PNL? bonjour tout le monde. Moi, je suis contente qu'il y ait eu autant d'inscrits. Ça prouve que ça mobilise quand même, le sujet des apprentissages mobilise. Et c'est super intéressant de partager cette passion. Voilà, je suis Super. contente. Parfait. Merci à toi. Eh bien, je propose donc dans un premier temps de présenter ce qu'est la PNL pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement. Et puis, on basculera assez rapidement sur Cécile qui parlera des liens entre la PNL et l'apprentissage. Voilà. Donc, je vous propose tout d'abord, remplissez bien le petit questionnaire, ça me permet de voir qui vous êtes. Il y en a pas mal quand même qui connaissent la PNL. Mhm. Je regarde. On a des gens de partout. Merci à tous On ceux. doit voir la Suisse, la Belgique et la France de présent. Ah oui, oh, Pas parce trop qu'on a longtemps. aussi le Maroc. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs? Vous pouvez répondre dans le chat. Quel Ah, pays? Ouais. quel pays vous venez quand vous êtes voilà, on va regarder. Alger, super, Super. génial. Génial, génial. Eh bien, super. Alors, eh ben, on va commencer, on ne va pas tarder. On y va maintenant. Je me permets de vous partager mon écran. Donc, tout d'abord, une courte présentation sur la PNL, très globale. Et puis, rapidement, on passe avec Cécile pour ce qui est de l'apprentissage. Est-ce que vous voyez bien tous mon PowerPoint? C'est bon, Cécile, tu l'as? C'est bon. OK. Donc, PNL et apprentissage, voilà. Première chose, alors, pas mal d'entre vous connaissent la PNL, j'ai vu, mais il y en a quand même qui ne connaissent pas. Donc, PNL veut dire programmation neuro-linguistique, ce qui veut dire, alors ce mot un petit peu barbare qui a été mis en place par les personnes pour développer la PNL. Programmation, ça veut dire simplement que nous sommes programmés dans certains comportements. Justement, si je fais des liens avec l'école, imaginez, je suis petite fille, j'ai pas de chance, je récite ma poésie et puis pas de bol, je fais pipi culotte. Eh bien, j'oublie cette expérience. Mes amis, mes petits copains, copines se moquent de moi, je me sens humiliée, je me sens pas très bien. J'oublie cette expérience et puis en grandissant, je ne sais pas pourquoi, quand j'arrive devant un groupe pour prendre la parole, eh bien, je ne me sens pas bien. Eh bien, je suis programmée dans certains comportements. Neuro, parce que ça passe par les 5 sens et par le système nerveux central, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, et Cécile reviendra dessus dans les apprentissages. Mhm. Linguistique, parce que les informations des côtés repassent dans notre langage. Et en écoutant une personne parler, on va pouvoir écouter son canal sensoriel et être le plus proche de son langage. La PNL, à la base, c'est quelque chose de pragmatique en psychologie appliquée. C'est-à-dire que ces deux personnes que vous voyez ici, John Grinder, professeur en linguistique, et Richard Bandler, qui à l'époque était étudiant de quatrième année en psychologie. Là, vous voyez, il n'est plus vraiment étudiant. Et donc, ces deux personnes ont travaillé ensemble pour dégager un modèle reproductif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils ont voulu explorer, étudier des personnes de talent. Ils ont étudié qui? Parce qu'il y avait des gens du type, des grands thérapeutes, du type Milton Erickson, mon préféré, c'est mon chouchou, qui était psychiatre et qui pratiquait l'hypnose ericksonienne et qui pratiquait beaucoup de thérapies brèves. Ils avaient des talents particuliers.
On a, dans les gens qui ont été modélisés, Paul Watzlawick, on a Fritz Perls avec la Gestalt, on a Eric Berne avec l'analyse transactionnelle. Bref, l'idée de ces deux génies a été de dire, si quelqu'un a du talent, je vais observer avec certains critères, et c'est ce qu'on apprend à faire en PNL, je vais observer, comprendre, analyser, c'est ce que nous on appelle modéliser, pour pouvoir reproduire les talents, la façon de faire. Donc, ils ont d'abord étudié, ils ont mis au point une méthode de modélisation qu'on va utiliser. Et nous sommes un centre de formation spécialisé en modélisation. Et ils vont donc d'abord étudier des thérapeutes, puis des grands communicateurs, puis tous les gens de talent, dont les enfants dont on parlera tout à l'heure. On a par exemple étudié quelles sont les stratégies que mettent en place les enfants qui sont très forts, par exemple, dans l'apprentissage de l'orthographe. Et ça, ce sera la partie de Cécile, elle vous expliquera tout ça. Donc, l'idée de la PNL, c'est la modélisation. Et donc, le PNL nous donne globalement des modèles de questionnement qu'on va appliquer, qui sont très utiles en coaching, bien entendu, qui sont très utiles en management, qui sont très utiles soi-même avec soi-même, qui sont très utiles avec des enfants en termes de communication. Des techniques issues des niveaux logiques, c'est un outil de PNL qu'on utilise aussi dans les apprentissages avec les enfants. Des protocoles modélisés chez les grands thérapeutes. Donc, effectivement, on a en PNL des personnes qui se forment, qui sont accompagnants, relations d'aide, psychologues, coachs, qui se forment avec ces outils de PNL. Et on a bien sûr un tas d'outils. Alors moi, si je veux faire très simple, vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps mon explication de la PNL. Pour moi, la PNL est une merveilleuse boîte à outils, pas que, hein, c'est aussi une philosophie de vie, c'est beaucoup de choses, mais qui va nous apprendre très rapidement à mieux gérer nos émotions. Et on en a besoin quand on est avec des périodes, avec des enfants, par exemple, en difficulté d'apprentissage, à mieux communiquer, voilà, et à atteindre nos objectifs. Et ce que je dis toujours, ce que vous m'avez entendu dire en stage, ceux qui sont là, et je pense que pas mal de gens sont d'accord avec moi, et ça, personne ne nous l'a appris justement à l'école. Gérer nos émotions, utiliser nos émotions, communiquer, savoir la communication interpersonnelle, savoir se faire comprendre, savoir comprendre l'autre, savoir s'exprimer, vraiment comprendre le mode de fonctionnement de l'autre, eh ben, on ne nous l'apprend pas à l'école et c'est ce qu'on fait dès les bases PNL. Et ça aussi, je pense que les bases PNL, on en parlera tout à l'heure avec Cécile, mais je pense que ces notions-là devraient être enseignées à tout le monde d'ailleurs, tout le monde, surtout en tant que parent, surtout en tant que professionnel d'accompagnement. En tant que professionnel d'accompagnement, j'entends aussi le personnel enseignant, parce qu'avec ces outils, on peut vraiment déjà régler des choses. Donc finalement, la PNL, c'est connaître mieux son cerveau pour mieux l'utiliser et communication, gestion des émotions, atteindre un objectif et aussi, bien sûr, voilà. Et donc, pour moi, ce sont des compétences transversales qui nous sont autant besoin en développement personnel qu'en développement professionnel. Et malheureusement, ces compétences ne sont pas enseignées à l'école. Donc, qui vient se former en PNL? Eh bien, des accompagnants. Nous sommes une école où on est spécialisé en coaching. Donc, on forme des coachs. Et à l'intérieur de ce cursus coaching, on a tout un parcours PNL. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres outils. Les managers, par exemple, en entreprise, les managers, les chefs d'entreprise ont besoin de ces outils, toute personne d'ailleurs. Et les sportifs, vous avez du coaching sportif avec de la préparation mentale qui intéresse pour qui la PNL est très intéressant. Et puis là, ici, vous voyez un petit crayon, et c'est une belle transition pour passer la parole à Cécile, les personnes qui sont en situation d'apprentissage, car on a modélisé aussi la meilleure façon d'apprendre, et c'est là que je vais passer le relais à Cécile. Donc, on a modélisé des enfants, on a modélisé leur façon d'apprendre, on connaît comment fonctionne le cerveau en termes d'apprentissage. Avec des outils PNL, on est capable d'aider un certain nombre d'enfants. Moi, je me souviens avoir vu une conférence qui m'avait complètement bluffée au congrès NLPNL à Paris il y a quelques années,
avec une école qui avait été créée avec ces outils de PNL pour des enfants qui, à la base, avaient des difficultés scolaires. Et quand je voyais le spectacle que faisaient les enfants, leurs apprentissages, c'était assez impressionnant. Et c'est donc Alain Thierry qui a développé ça. Et je vais maintenant te passer la parole, Cécile, et je vais te laisser prendre le relais. Ok, donc j'affiche mon PowerPoint. Voilà. Attendez, je vais le mettre comme ça. Vous le voyez tous? Alors moi, je ne vois pas, non. Non? Alors, attends. Du coup. Tu dois partager l'écran et ensuite cliquer sur ton PowerPoint. Ah oui, c'est juste. Hop, comme ça. Vous le voyez? Non. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je vois. Là, c'est bon. À toi de jouer. Voilà. Donc, merci Tania. Et effectivement, la PNL s'avère très efficace dans le domaine des apprentissages. Elle permet de travailler aussi bien sur la motivation que sur les stratégies d'apprentissage. Alors, quand on parle de motivation, comment je fais pour dérouler? Voilà. Quand on parle de motivation, on entend redonner du sens aux études. Et pour cela, eh bien, plusieurs techniques y contribuent. Notamment, on a des techniques qu'on découvre lors des formations de base en PNL, de techniciens, de praticiens, de maîtres praticiens, qu'on peut faire chez Active, justement. Tous ces outils du cursus traditionnel nous aident et c'est un gros support. C'est un gros apport. Et on trouve dans toutes ces formations PNL des outils comme les valeurs qui permettent de mieux se connaître et définir ses priorités. On a des outils comme la roue des besoins qu'on apprend avec Alain Thierry, qui est un excellent outil de motivation. Les mentors aussi peuvent aider pour aider un jeune à se remotiver. Il y a le carré magique qui permet d'augmenter la confiance en soi, l'estime de soi. Et il y en a plein d'autres, comme tu parlais tout à l'heure, Tania, sur les émotions. Il y a les croyances aussi. Donc, effectivement, le fait de faire un cursus traditionnel chez toi nous apporte un plus. On ne peut pas faire que avec les stratégies d'apprentissage. On a vraiment besoin d'avoir d'autres outils à côté qu'on travaille chez toi pour pouvoir déverrouiller, débloquer. Oui, parce qu'il faut effectivement un enfant qui a des difficultés. Parfois, c'est le parent qui est plus en difficulté émotionnelle que l'enfant, le parent ou l'accompagnant. Et effectivement, savoir parler, savoir écouter, savoir motiver, utiliser d'autres outils, c'est très, très complémentaire. C'est même essentiel. C'est essentiel parce qu'avant de rentrer dans les apprentissages, en fait, il faut balayer un petit peu toute la sphère de l'enfant. Donc, effectivement, le protocole dont tu parlais, les niveaux logiques sont très intéressants et ça nous permet de trouver où ça coince. Voilà. Et il faut coincer avant de rentrer dans l'apprentissage. On est parti un petit peu vite, Cécile, dans l'explication. Et par contre, est-ce que tu veux juste te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, peut-être un peu plus en détail? Oui, alors Cécile Blanchet, j'ai 2 enfants, un de 18 ans qui est en études supérieures et puis Maxime, qui grâce à lui m'a amené à la PNL. Donc, c'est un enfant qui a des grosses difficultés d'apprentissage, qui a un profil atypique. Et du coup, moi, j'ai dû trouver des outils pour me permettre de l'aider à la maison en tant que maman, parce que je ne comprenais pas pourquoi il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à écrire, il n'arrivait pas à comprendre, il n'arrivait pas à lire. Et j'ai dû trouver des outils pour l'aider à la maison. Parce que comme toutes les mamans, je suis passée par tous les bilans et puis après tous les thérapeutes possibles et imaginables. Alors c'est très fatigant parce que ces enfants font de gros efforts, ils sont fatigables et de les trimballer de thérapeute en thérapeute en semaine, moi j'ai trouvé que ce n'était pas très efficace parce qu'ils sont déjà tellement fatigués qu'ils n'adhèrent plus aux différents langages, surtout que chacun a sa façon d'aborder la notion. Donc, c'est comme si on leur demandait d'être multilingue, et c'est plus possible. Donc, le fait d'être tombée sur Alain Thierry, qui m'a formée en stratégie d'apprentissage, moi, j'ai déjà compris beaucoup de choses sur mon fonctionnement, sur ma dyslexie aussi, parce que si j'ai des enfants 10, ça vient aussi de moi. Et ça m'a permis de mettre des mots dessus et de déculpabiliser et de me dire, OK, si il a ça, je vais pouvoir faire ça pour l'aider. Et du coup, on a arrêté tous les suivis et on a réussi à récupérer tout ce retard rien qu'avec la PNL. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de changer de métier. J'ai démissionné et j'ai créé une association, justement, l'association Maxime,
pour promouvoir et partager le maximum ces outils. Une fois qu'on les a intégrés, qu'on les a compris, finalement, ils sont simples, ils ont du bon sens. Et c'est pour que aussi bien les instituts que les profs, que les thérapeutes, que les parents ou que les enfants puissent intégrer et acquérir ces outils. Parce qu'ils sont superbes, c'est juste magique. C'est la PNL. Super. C'est super d'avoir ton expérience parce que tu expliques un peu comment tu en es arrivé là. Ouais. Est-ce que tu peux préciser qui est Alain Thierry? Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Alain Thierry. Alors, Alain Thierry, on parlait tout à l'heure de mentor. Hein. Alain Thierry, c'est mon mentor. Hein. Sans lui, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait avec mon fils. Donc, c'est un psychologue belge et Franck nous écoute. Je sais qu'il est par là. Il a été formé aussi avec moi, avec Alain Thierry. Il est enseignant PNL à Grenoble. Et il enseigne aussi les stratégies d'apprentissage à Grenoble. Super. Et du coup, Alain Thierry, c'est un psychologue belge qui a créé un centre interactif à Bruxelles. Et il a travaillé pendant plus de 25 ans, 30 ans, à développer des stratégies. Bon, la première, la mémorisation, avait déjà été mise en place, modélisée. Mais il a travaillé pendant des années dans des écoles, dans des crèches, pour modéliser les autres stratégies d'apprentissage. Et la fameuse école dont tu parlais, qui était au congrès, c'est l'école de Moucron en Belgique. D'accord. Voilà, il a travaillé aussi étroitement avec cette école où il a installé toutes les stratégies d'apprentissage. Et tous les cours, elle est fabuleuse cette école à visiter, tous les cours sont donnés en PNL. C'est fabuleux. Super. Ça vous donne des frissons quand vous voyez ça. Oui, c'est exactement ce que moi je me souviens d'avoir vu la vidéo de cette école et c'est le cas, j'avais vraiment des frissons, ça m'avait marqué sur l'apprentissage et tout ce qu'on peut faire avec les enfants. Ah, ouais. Et on voit bien hein, quand on fait même les stages de PNL de base, les erreurs qu'on peut faire à l'école parce que même sans avoir de soucis d'apprentissage, tout le monde n'est pas adapté pour rentrer dans les cases. Alors, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? Oui. Déjà, où t'en es, toi, aujourd'hui, dans ton expérience avec les enfants que tu accompagnes, y compris ton fils? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Ou est-ce que tu peux aller un peu plus loin, nous donner un exemple, par exemple, pour que les gens comprennent mieux? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'était une révolution. On change complètement notre façon de penser, notre façon d'aborder les choses, notre façon de réagir. On comprend, les positions de perception, moi j'ai trouvé que ça m'avait tout changé. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais purée, mais je m'en sers énormément. C'est tout simple comme protocole. Alors, est-ce que tu peux expliquer les positions de perception? Je pense que ça peut intéresser tout le monde, parce que c'est tellement basique et tellement important. Les positions de perception, en fait, on apprend à se mettre à la place de l'autre et en passant de dissocier et associer à un état, à mieux ressentir ce que l'autre personne, notre interlocuteur, voulait nous faire passer comme message, et ça nous change notre interprétation. Enfin, on n'interprète plus, on se met à la place de l'autre et on accueille ce que l'autre a bien voulu nous dire. Donc, ça met un frein aux interprétations qu'on peut avoir sur une communication qui n'est pas bien précise. Alors, je vais donner un exemple concret si tu es OK, sur les positions de perception. Il y a un film qui représente très bien ça. C'est un film assez ancien qui s'appelle Freaky Friday. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une maman à qui on jette un sort et qui se retrouve dans la peau de son adolescente. Et l'adolescente se retrouve dans la peau de la maman. Et en fait, ils se rendent compte de ce que vit l'autre. Et les positions de perception, c'est un outil PNL qu'on utilise, mais c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement. C'est simplement, je me mets dans les baskets de l'autre et j'essaie de voir le monde à travers ses yeux. Essayez de vous mettre dans la peau de vos enfants, des personnes en difficulté d'apprentissage. Essayez de voir le monde à travers leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est très utile. Dans de nombreux cas, je suis complètement d'accord avec toi. Ah ouais. Je te laisse continuer. Donc ça va vraiment changer. L'évolution que j'ai faite, c'est que maintenant, ça m'a tellement passionnée et révolutionnée que j'en ai fait mon métier. Donc j'accompagne les enfants en cabinet, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou pas, parce qu'il y a des enfants qui savent juste pas comment faire. Et devant la tâche scolaire, ils sont démunis, alors qu'ils n'ont pas de difficultés, mais ils ont plein de connaissances, plein de notions, mais ils ne savent pas comment faire. Donc ça, ce sont vraiment des méthodes. Les stratégies vont leur apporter des méthodes de travail, réellement. Okay. Et du coup, après, moi, j'ai créé la formation
de 8 jours pour transmettre ces outils aux parents, aux instits. Et puis, on a créé l'année dernière dans les écoles primaires de ma ville, on a 5 écoles primaires, un projet accompagnement à la scolarité où moi, je forme des accompagnants qui vont suivre des groupes d'élèves du CM1 au CM2. Et pendant toute l'année, on va faire des ateliers et pendant toute l'année, ils apprennent les stratégies d'apprentissage et à travailler avec ces outils et ces méthodes de travail. L'objectif, c'était qu'ils acquièrent de bonnes méthodes de travail avant de rentrer en 6e. Ok, super. Et c'est la 2e année qu'on le reconduit, c'est une réussite, c'est juste top. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans ce que tu fais pour que les gens comprennent, si c'est possible, de donner un exemple sur cette conférence, d'une façon de faire ou des résultats ou quelque chose qui expliquerait un petit peu, parce que là, effectivement, on parle beaucoup de PNL, on parle d'apprentissage, mais je ne sais pas si les personnes présentes à ce webinaire voient un petit peu ce que tu fais. Alors, certains, oui, puisqu'ils étaient en formation, je les reconnais. Peut-être que si on laisse dérouler le PowerPoint, on verra les freins et puis les stratégies. Vas-y, je t'en prie. Stratégie. Alors, effectivement, la motivation, c'est important. Et on s'est rendu compte quand même qu'on avait des obstacles avant de rentrer dans l'apprentissage. Les différents obstacles, c'est les problèmes affectifs de l'enfant face à son environnement familial ou scolaire. Il faut en tenir compte et ça rejoint les émotions dont tu parlais tout à l'heure. Le manque de sens que prennent les études dans nos écoles. Les élèves ne savent pas pourquoi ils doivent apprendre. Ils sont en perte de sens. Ça, c'est un obstacle aussi. Il y a le manque de courage pour rattraper son retard. Oui. Et oui, parce qu'il faut quand même qu'ils s'impliquent, les enfants. On a beau avoir les super méthodes, des outils magiques, s'ils ne s'impliquent pas, ça ne marche pas. Hein. Et le manque de savoir-faire de l'enfant au niveau de comment j'apprends, qu'est-ce que je fais dans ma tête pour apprendre. Et c'est assez effrayant, mais ça reste la raison la plus fréquente de l'échec scolaire, même si un enfant n'a pas de troubles 10 ou de troubles d'apprentissage. Donc, vis-à-vis de ça, on voit quand on est en suivi individuel, qu'on reçoit des enfants, moi je reçois des enfants du CP à la terminale, même des études supérieures, et on voit qu'ils sont démunis face à la tâche scolaire. C'est vraiment un problème de méthode. Qu'est-ce que je dois faire dans ma tête pour apprendre? Et par exemple, si vous avez un petit garçon qui loupe sa dictée, il y a l'adulte ou l'instit ou le parent qui va lui faire refaire la dictée. Révisez-la à nouveau et on va la refaire. Mais en fait, on ne va pas lui expliquer comment il faut faire différemment pour qu'il réussisse. Donc, il va continuer à la louper. Au bout de 2-3 fois, peut-être qu'il va réussir, mais au bout de à quel prix et à quel effort il aura mis dedans. Donc, en fait, de faire répéter les enfants comme ça, sans leur expliquer différemment, ou sans leur dire qu'est-ce que tu dois vraiment faire dans ta tête pour réussir, en fait, ils finissent par se décourager. Ils finissent par ne plus croire au conseil de l'adulte même. Parce que même si l'adulte lui dit tu dois faire ça, 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 et ça ne marche toujours pas. Donc, ils se découragent par rapport à eux, par rapport à l'adulte. Et le pire, c'est que l'adulte commence à dire cet enfant, il est limité, il ne pourra pas faire plus loin. Et dans le système français, ils sont quand même relativement vite mis de côté. Donc, ces enfants, en fait, ils ne savent pas quoi faire dans leur tête pour apprendre. S'ils ne savent pas, il faut leur apprendre. Et c'est là que rentrent en jeu, du coup, les stratégies. Ah, attendez, j'ai oublié de dérouler mon PowerPoint en même temps. Oui, mais je pensais, oui, ok. Voilà, donc ça, c'était les problèmes. Et du coup, c'est là que rentrent en jeu les stratégies d'apprentissage. Elles vont vraiment donner un avantage majeur au coach scolaire qui leur montrera qu'est-ce que je dois faire dans ma tête pour travailler ou pour la tâche qu'on me demande. Donc, la tâche, c'est comment je dois faire pour mémoriser, comment je dois faire pour comprendre. Donc, le tout est de savoir quoi faire dans sa tête. Donc, c'est possible de réussir. Il suffit de savoir comment et il suffit de s'impliquer. Donc, ces 2 phrases, ça veut dire que oui, les stratégies, on peut les intégrer chez les enfants, mais ils ont leur part de travail à faire. Il faut qu'ils s'impliquent. S'ils ne s'impliquent pas, ça ne marchera pas non plus. Donc, c'est pour ça que la motivation dont je vous parlais au début est importante.
Parce que le coach doit faire appel à sa créativité pour motiver un enfant. Un enfant qui a rencontré des difficultés ou qui est toujours en difficulté, c'est difficile de le motiver, de le faire travailler. Donc, c'est du rôle du coach de le titiller, de l'amener à vouloir réessayer, jusqu'à goûter un peu à la réussite, jusqu'à le motiver. C'est tout un processus. Et là, effectivement, tous les outils PNL et tout ce qu'on voit dans les cursus PNL, dans les bases, en technicien, etc., exactement. C'est carrément, je veux dire, c'est inévitable. On ne peut pas faire qu'avec les stratégies d'apprentissage. C'est pas possible. Mais on peut déjà faire des choses. Comment? C'est complémentaire, de toute façon. Dès qu'on y est, on voit bien que c'est complémentaire. Tout à fait. Alors, si on veut rentrer un peu plus en détail dans les stratégies d'apprentissage, tout au long de la formation, dans l'Intiri, on apprend à intégrer et à installer la mémorisation. Je ne sais pas si tu as retrouvé la démo de Terra d'ailleurs. Elle est sur YouTube, je pourrais donner le lien éventuellement. La mémorisation, la stratégie de compréhension, la stratégie de réflexion, d'expression. Après, il y en a d'autres, de transfert, de créativité. Mais les 4 principales pour vraiment déverrouiller et aider les enfants dans les apprentissages, ce sont celles-là qu'on apprend à mettre en place. Et donc, pour ça, on utilisera ces 4 stratégies. Et ces stratégies, elles diffèrent en fonction de la matière et elles s'adaptent au niveau de l'enfant. Pour ça, je vous disais, on a des enfants du CP à la terminale, même en études supérieures, parce qu'on s'adapte au niveau. Et on fait attention, on doit repérer quelle matière ils veulent apprendre, qu'est-ce que c'est qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent mémoriser, comprendre, et on va le faire différemment, on va leur apprendre à le faire différemment. Il faut vraiment qu'ils s'adaptent à la tâche. Voilà. Alors, avant de rentrer dans les stratégies d'apprentissage, il y a quelque chose d'important qu'il faut que je vous montre, parce que vous n'êtes pas tous des PNListes, et c'est le décodage de la pensée. Tania, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Le décodage de la pensée. Très, très peu. Très peu. Alors, la pensée, d'abord, c'est quoi? La pensée, c'est une séquence de représentation mentale sensorielle. C'est pour ça que j'ai mis ma petite bulle, là, avec tous les 5 sens. Représentation sensorielle qui se succèdent dans notre esprit. Et elle est construite sur nos 5 sens, du coup. Le visuel, l'auditif, le kinesthésie, l'olfactif et le gustatif. Et dans les années 70, les PNListes démontrent une corrélation entre des prédicats. Les prédicats, ce sont les mots qu'on utilise qui sont issus de nos canaux sensoriels. Tu peux donner un exemple? Par exemple, un canal visuel, qui est assez facile pour moi, je suis assez visuelle, je dirais « je vois bien ce que tu dis, c'est clair ». Ce sont des mots, des verbes issus du visuel. Un auditif, il dirait plutôt ben, « j'entends ce que tu dis ». Ça sonne juste, vous voyez? Il va utiliser des mots du canal sensoriel privilégié. Le kinesthésique, il va dire « ah, je sens bien ce que tu dis ». Ça me paraît juste. Voilà. Donc, en écoutant les prédicats, donc les mots qui sont issus de ces canaux sensoriels, ça nous donne une indication du canal privilégié de la personne. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va observer les indices physiologiques. Alors, les indices physiologiques, pareil, ce sont des indicateurs d'opération mentale. Ça veut dire que en fonction de notre posture, de nos gestes, de notre voix. Alors la voix, ça peut être la tonalité, grave, aiguë. Ça peut être le rythme, rapide, saccadé. Moi, je suis assez voix aiguë, rapide, vous en êtes rendu compte. Donc effectivement, je suis très visuelle, on le voit rien qu'avec ces indices physiologiques. Et après, on a les accès oculaires. Alors les accès oculaires, quand vous posez une question à une personne, ses yeux vont aller inconsciemment, vont prendre une direction. Et en fait, c'est ça ce qu'on appelle un accès oculaire. Donc, du coup, dans les années 70, ils se sont rendus compte qu'il y avait une corrélation entre les prédicats, les mots qu'on utilise, tous ces indices physiologiques, c'est un peu notre communication non verbale, hein, et les accès oculaires. Et ces 3 paramètres,
si on arrive à les maîtriser, on va pouvoir guider l'enfant dans une opération mentale en fonction de la tâche demandée. Ça veut dire que pour installer une stratégie d'apprentissage, on va devoir maîtriser ces 3 paramètres pour guider l'enfant dans un accès oculaire. Vous voyez les petits accès oculaires qui sont en bas, là, sur le côté. Donc, si j'explique un petit peu les accès oculaires, mon petit bonhomme, on a vous voyez ma souris? Oui. OK. On a en haut à gauche, ici, le visuel remémoré. Donc, en fait, ça, c'est la mémoire. C'est une image qu'on a déjà vue et qu'on peut revoir. On revoit. De l'autre côté, on a un visuel construit. C'est une image qu'on va se construire, qui n'existe pas. En bas, au niveau des oreilles, au milieu, au niveau des oreilles, on va trouver, du côté visuel remémoré, on a l'auditif remémoré, un son qu'on a déjà entendu. Et de l'autre côté, on a un son, l'auditif construit, un son qu'on peut se construire. Et ensuite, en bas, à gauche, on a le dialogue interne, ce qu'on appelle le DI. Le dialogue interne, c'est la petite voix qu'on a dans la tête. Et en face, on a le kinesthésie. Le kinesthésie, c'est tout ce qui est ressenti. Donc, pour installer une stratégie d'apprentissage, on va se servir de ces accès oculaires avec une certaine séquence pour installer une stratégie. Alors, j'aime bien expliquer les accès oculaires, si tu me permets, en disant, si on considère que le cerveau est un ordinateur, on fait souvent cette comparaison en PNL, on peut considérer que c'est un petit peu comme si les yeux en étaient la souris. Et que donc, quand je vais vers le haut, donc vous avez compris ce que dit Cécile, un côté, si vous coupez les visages en deux, là, il y a un côté où je vais plutôt avoir accès à un souvenir. Et de l'autre côté, c'est plutôt quelque chose que j'imagine. Donc, quand je regarde vers le haut, on a du visuel. J'ai accès à des images visuelles. D'un côté, c'est un souvenir de quelque chose que j'ai vu. Et de l'autre côté, ça va être quelque chose que j'imagine. C'est le visuel construit. Si je suis au niveau, si mes yeux sont au niveau des oreilles, d'un côté, ils vont plutôt... On a remarqué que naturellement, les yeux allaient plutôt au niveau des oreilles et plutôt d'un côté pour quand je me souviens d'un son. Et de l'autre côté, quand j'imagine un son. D'un côté, en regardant vers le bas, j'ai accès plutôt, j'y vais plus facilement, il semblerait, quand je me raconte des choses dans ma tête, en dialogue interne. Et de l'autre côté, j'y vais plus facilement quand je ressens. Voilà. Si je me permets juste de compléter, et je te laisse la parole. Voilà, donc du coup, décoder la pensée, c'est avec en maîtrisant ces 3 paramètres, on va pouvoir décoder la pensée, faire des hypothèses pour décoder la pensée. Ça veut dire, si on observe bien tout ça, on peut imaginer l'enfant, qu'est-ce qu'il fait dans sa tête. D'accord? Et inversement, si on utilise ces outils, on peut favoriser une opération mentale pour pouvoir lui installer une stratégie d'apprentissage. Et c'est dans ce sens-là que nous, on va installer les stratégies d'apprentissage. On va forcer un peu le guider pour qu'il réalise une opération mentale qu'on a envie qu'il fasse pour, par exemple, la mémorisation. Parce qu'on sait, après avoir fait des modélisations d'enfants qui réussissent très bien, par exemple, dans l'orthographe, que c'est la stratégie qui fonctionne le mieux. Même si une personne est plus auditive que kinesthésique ou autre, on sait qu'il y a des stratégies qui fonctionnent mieux, par exemple, pour l'apprentissage de l'orthographe. Tu es d'accord? Tout à fait, c'est ça. Voilà. En PNL, on considère qu'en fait, la mémorisation, on n'est pas ni visuel, ni auditif, ni kinesthésie. La mémorisation, c'est visuel, kinesthésie. On va faire des allers-retours entre un visuel remémoré et un kinesthésie. La stratégie d'excellence de mémorisation, c'est ça, qu'on soit visuel ou auditif. Alors qu'en gestion mentale, ils disent plutôt, si vous êtes visuel, mettez tout dans le visuel. Si vous êtes auditif, mettez tout dans l'auditif. Nous, on diffère. On a un dialogue qui diffère là-dessus. Voilà. Donc, maintenant, si on parle de stratégie de mémorisation. Hop, voilà. La mémorisation, donc l'opération mentale qu'on va utiliser, comme vous avez vu sur mon petit bonhomme, c'est le visuel remémoré en haut. Et on va descendre en croisant jusqu'au kinesthésie. Et on va faire 2 allers-retours entre ce visuel et ce kinesthésie.
Donc, il y a tout un processus pour installer la stratégie avec des cartons. On va utiliser des indices physiologiques qui nous poussent à aller dans le visuel et après dans le kinesthésie. Et puis, on va positionner des cartons. J'ai un carton là, par exemple. On travaille avec des cartons blancs comme ça. Et selon où on positionne le carton pour l'accès oculaire de l'enfant, on l'aura déterminé avant, on va pouvoir du coup guider l'enfant dans un accès oculaire avec des mots qu'on aura choisis du canal visuel ou kinesthésie et avec une gestuelle, des indices physiologiques, pareil, de visuel kinesthésie. Et avec tout ça, on va pouvoir guider l'enfant dans la stratégie de mémorisation qui est je vois l'image et je sens qu'elle est juste. Parce que juste pour compléter, je ne suis pas sûre que tout le monde peut vraiment comprendre. Si là, je regarde Cécile en face avec son carton, moi, j'ai la tête droite et je regarde Cécile en face. Si je veux voir ce qui est écrit sur le carton, je suis obligée, mes yeux sont obligés de bouger vers le haut et d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qu'elle aura décidé. Voilà. Donc, en fait, en bougeant le carton, sans que moi je bouge la tête en face, ce qu'on fait avec les enfants, ils vont bouger leurs yeux, donc ils vont changer d'accès oculaire pour passer, ça fait partie de la technique, par exemple, qu'on fait avec les enfants. Du coup, c'est assez ludique pour eux. Tout à fait, ouais. Et vous voyez, on le voit au niveau des deux petites phrases là, les mots « je vois l'image », donc c'est bien visuel, et après « je sens qu'elle est juste », c'est bien une kinesthésie. Donc voilà, en employant des mots, une gestuelle, on va guider l'enfant dans une opération mentale qui nous intéresse. Okay. Je continue ou vous voulez des précisions? Alors, est-ce que tu veux, j'avais prévu plutôt des questions. Enfin, on va regarder s'il y a des questions tout de même. Ok. Alors, je vous ai demandé si vous avez des questions, de mettre simplement questions devant, de façon à ne pas confondre les questions. Et quand vous parlez, ok, j'ai une question de Gilles. À quel âge les enfants sont réceptifs à cette technique? Alors, pour la stratégie de mémorisation, vu qu'on travaille avec des mots, c'est bien qu'ils soient déjà rentrés un peu dans l'écriture et la lecture. Ok. Ouais, s'ils ne savent pas lire, on peut le faire un petit peu différemment, mais avec des images. On va les initier à la mémorisation pour voir et ressentir, sans passer dans la stratégie, mais avec des images. Je connais un ado là qui est en train d'apprendre des mots en anglais. On pourrait tout à fait utiliser ça. Alors, les mots d'anglais, oui, effectivement, il faudrait en même temps de celle-là mettre la stratégie de prononciation. D'accord. Et c'est une autre stratégie. Oui, c'est une autre stratégie. Pour les langues étrangères, il faut mettre de l'auditif, du son. Et c'est le seul moment où on va mettre de l'auditif. Pour la stratégie de prononciation. C'est la stratégie visio-auditive. Je vais peut-être venir apprendre l'anglais avec toi, alors, Cécile. Avec mon accent, t'es mal barré quand même. Parce que déjà, en français, c'est pas triste, mais alors en anglais. Mais l'anglais avec l'accent qui chante comme ça doit être sympathique. Voilà. Donc ça, on ne peut pas trop vous faire une démo complète sur la stratégie de mémorisation. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, on pourrait faire peut-être un jour une visioconférence juste sur la mémorisation. Oui, ou organiser. Il y a pas mal de gens qui sont en Rhône-Alpes. Organiser des ateliers ou des en présence. Voilà, c'est plus facile en présentiel. En présentiel, c'est plus facile. Exactement. Ce que je pourrais vous envoyer tout de même, pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs je l'enverrai à tout le monde, si tu es OK, Cécile, on avait fait une visio avec Vera, avec Terra, à moins que toi, tu aies une petite vidéo à nous donner pour pour que vous voyez un petit peu comment ça se donne, comment ça se pratique, que vous ayez une petite idée, que vous vous rendiez un peu plus compte de la façon de faire. Ouais. Ouais, tu peux, pas de souci. Moi, je n'ai pas retrouvé la mienne, tu peux mettre celle de Terra. D'accord, ça marche. Alors, si on passe maintenant à la stratégie de compréhension. C'est la deuxième stratégie qu'on met en place. Alors, par exemple, si je vous dis, sa mère s'en va et il lève la main. Est-ce que vous avez compris? Alors là, vous pouvez répondre au niveau du chat. Comme ça, Tania, toi, tu vois les réponses. Hein? Oui, je vois les réponses. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez compris?
Alors, vous pouvez dire oui, non. Écoute, je ne sais pas, mais ils ne sont pas très bavards. Oui, je n'ai Ah. pas compris. Non. Ta mère s'en va et il lève la Compris main. Est-ce quoi? que vous avez compris? Compris quoi, on demande. Corinne dit je crois. Donc les avis sont partagés quand même. C'est bien, c'est bien. Ok. Alors, pour ceux qui ont compris, qu'est-ce que vous avez fait dans votre tête pour comprendre? C'est ça qui m'intéresse. Alors ceux qui ont compris, qu'avez-vous fait dans votre tête pour comprendre? Est-ce que vous pouvez mettre un commentaire? Voilà. Certains m'ont dit, Sylvie m'a dit visualiser. Bien. J'attends les autres qui ont compris. Donc, Sylvie, visualiser, ça veut dire que tu as fait des images. Il semblerait. Isabelle visualiser. Sylvie me dit oui, elle a visualisé, elle a fait des images. Ok. Est-ce que c'est Sylvie de la Nièvre? Je ne sais pas. C'est Sylvie Langeron. Ah non, non, c'est pas. Jamila, imaginer. Non. Alors, ceux qui ont fait des images, ils ont Excusez-moi. raison. C'est juste. Ok. D'accord? Et ceux qui ne savent pas, en fait, ce n'est pas possible de ne pas savoir. Parce que là, vous avez compris, mais en fait, inconsciemment, vous avez fait des images dans votre tête. Oui. Mylène nous dit, on a imaginé Voilà. la situation, un petit film, maman, t'en vas pas. Voilà. OK. Donc, vous avez fait inconsciemment des images dans votre tête. Et cette opération mentale, elle est automatisée chez nous, chez les adultes, même chez les enfants. Et comme c'est automatisé, c'est évident de comprendre. On ne sait pas expliquer à un enfant qu'est-ce qu'il faut faire dans sa tête pour comprendre. Parce que chez nous, c'est automatisé. C'est pour cette raison qu'on est incapable de l'expliquer à un enfant. Okay? Si maintenant, face à un enfant qui ne comprend pas, l'adulte a tendance à lui dire, mais enfin, écoute, fais attention, ou alors réfléchis, hein, ou alors on réexplique. Alors, si on réexplique, il y a deux possibilités. Soit l'enfant comprend, et du coup, ça veut dire que la première fois, il était peut-être distrait, il n'a pas écouté. Deuxième possibilité, l'enfant ne comprend toujours pas. Alors là, ça veut dire que l'explication, elle n'est pas gérable pour l'enfant. Il ne comprend pas ce qu'on lui a dit, ce n'est pas gérable. Alors, qu'est-ce que fait l'adulte? Il va essayer de l'expliquer à nouveau, et peut-être d'une manière différente. Donc, s'il explique différemment, on retrouve encore deux possibilités. L'enfant, cette fois-ci, il comprend, et ça veut dire que la première explication n'était pas gérable pour lui, mais la deuxième, elle l'est. Et la deuxième possibilité, l'enfant, il ne comprend toujours pas. Elle n'est toujours pas gérable pour lui. Donc, au bout de patience, l'adulte, soit il laisse tomber, soit il s'énerve, et puis il ne va pas plus loin parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il a beau expliquer de façon différente, l'enfant ne comprend toujours pas. Et en fait, l'adulte ne sait pas que comprendre, c'est se faire des images. Donc, si l'enfant, il faudrait vérifier, est-ce que l'enfant se fait des images? C'est la première chose. S'il ne s'en fait pas, il suffit de lui dire, fais des images. Ou on lui montre comment on fait des images. S'il n'a pas d'image, on lui montre des images ou on l'invite à aller chercher des images. Alors, Mylène demande, on peut faire mimer la scène. Oui, parce qu'effectivement, on peut mimer la scène. Parce que là, il va avoir un visuel. Vous le mettez dans l'image. Effectivement. Quand c'est un long paragraphe. Mais après, il y a trois types de problèmes de compréhension qui sont clés. Et quand on fait les stratégies d'apprentissage, on apprend à reconnaître quel est le problème de compréhension de l'enfant. Et devant chaque problème, on a la solution. Donc, on arrive à déverrouiller, à débloquer. Super. Mais la compréhension, c'est l'image. L'enfant, il ne sait pas qu'il faut se faire des images dans sa tête. Donc, s'il ne sait pas, il suffit de lui dire. Alors, moi, quand je travaille en cabinet avec des enfants, on commence par des mots. On a des mots porteurs de sens, comme on dit. Donc, c'est par exemple une maison. Tu vois l'image d'une maison? Oui, OK. Une montagne? Oui, je vois. OK. Un coléoptère? Non, je ne sais pas ce que c'est un coléoptère. OK, ce n'est pas grave. On va sur Google Images. Moi, j'adore.
Alors, Isabelle, excuse-moi, du coup, je t'interromps. Isabelle me dit en terminale, se faire des images sur les maths et la physique, pas facile. Oui, mais on y arrive. Alors, effectivement, on ne va pas commencer par faire des images sur des maths en terminale. Ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, il faut revenir peut-être un peu en arrière, lui installer la compréhension, on l'installe sur un texte, on installe vraiment la stratégie. Et après, une fois que la stratégie est mise en place, on peut déployer sur les matières scolaires. Voilà. Okay. Et quand on n'a pas d'image, on dit à l'enfant d'aller les chercher, donc soit sur Google Images, soit on peut lui faire un dessin pour petit à petit, il fasse des images. Et il le fait assez rapidement, une fois qu'il sait qu'il faut faire des images, il le fait rapidement. Alors, on peut commencer par des mots, et puis après des groupes de mots, et puis après on lui apprend à faire une image complète d'un petit paragraphe. C'est pas pareil, ça ne va pas être la même compétence. Il peut très bien avoir toutes les images des mots individuels, mais ne pas arriver à se faire l'image complète d'un paragraphe. Ce n'est pas pareil. Donc, tout ça, ce sont des problèmes de compréhension qu'on sait gérer quand on a appris les stratégies d'apprentissage. Et une fois que l'enfant sait ça, il comprend tout ce qu'il a envie de comprendre. Lucie me dit d'où l'intérêt des cartes mentales. Mais ce n'est pas exactement la même chose, je crois. Ce n'est pas tout à fait pareil, justement. Les cartes mentales, c'est issu de la gestion mentale. Le gros avantage, c'est qu'elle structure l'information, la carte mentale, mais ce ne sont que des mots. Ça peut être aussi des dessins. Alors, oui, il y en a peu. Il y a moins de dessins. Alors que nous, en PNL, on va tout dessiner, justement. Ouais. Donc, la compréhension, c'est vraiment se faire une image de ce que je lis, même quand on lit un livre, de ce que je lis ou de ce que j'entends, de ce qu'on me dit. C'est vraiment se faire des images. Voilà. Donc, il y a une façon, il y a la stratégie de compréhension à mettre en place avant. Et celle-là, elle est plus facile à mettre en place que la mémorisation. OK? La stratégie de réflexion. Alors, la stratégie de réflexion. Alors, juste une question, excuse-moi. Un rapport avec l'apprentissage de la lecture par la méthode globale. Est-ce qu'il y a un lien? Alors, pour la lecture, effectivement, la lecture, c'est une matière scolaire qui demande plusieurs stratégies. La mémorisation, la compréhension et la réflexion. Tant que ces trois stratégies ne sont pas en place, l'apprentissage de la lecture est délicat. Alors, effectivement, après, quand on parle de global, lecture globale, on imagine, c'est le mot. On va lire le mot entier et non pas par syllabe. C'est différent. Ça pas... Parce que la lecture, de toute façon, pour comprendre ce qu'on lit, il faut qu'on puisse faire des images. Et la vitesse de lecture va rentrer en ligne de compte dans la compréhension. Il faut lire à une certaine vitesse pour comprendre ce qu'on lit. Il ne faut pas lire trop vite, mais pas trop lentement non plus. Donc, le côté global, ça peut aider certains élèves, par exemple les dyslexiques qui ont vraiment du mal à mettre un son sur une syllabe, et on va lui souffler le mot pour pas qu'il cherche, parce que ça lui demande beaucoup d'efforts. Et après, c'est tellement difficile à lire qu'il lâche. Il a trop fait d'efforts, il ne veut plus lire. Alors que si on lui apprend en global, ce mot, c'est ce son. Bon, sur l'image, le mot, il y a un son. On lui apprend le son. Petit à petit, il va faire le lien que ce mot, c'est ce son. Il va le lire comme ça. Et l'idée, c'est d'arriver à ce qu'il acquiert une vitesse de lecture suffisamment rapide pour comprendre ce qu'il lit. Parce qu'un dyslexique qui a du mal à déchiffrer, il va lire, il va déchiffrer, mais en fait, il va tellement faire d'efforts à déchiffrer qu'il ne va pas comprendre ce qu'il lit. Ou alors, il faut qu'il refasse après une lecture une fois qu'il a fait 2-3 lectures après qu'il ait déchiffré pour bien comprendre. Donc, c'est pas... c'est un petit peu... ça va avec. On a besoin de comprendre pour bien lire, mais ça n'a rien à voir avec c'est pas directement lié avec la méthode globale. Et il y a des méthodes globales qui conviennent très bien à des enfants, et à d'autres, ça ne convient pas. Donc, il n'y a pas de méthode magique non plus pour la lecture. Il faut s'adapter à l'enfant, encore une fois, et trouver ce qui fonctionne pour lui. C'est le mieux. Ensuite, alors, la réflexion, la stratégie de réflexion.
si on prend l'exemple de tout à l'heure, je vous disais, quand elle s'en va, il lève la main. Vous vous souvenez? Oui. OK. Si je vous dis maintenant, en 1942, quand il rentre, il lève la main. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, vous savez que comprendre, c'est se faire une image. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Alors, en 1942, il rentre, il lève la main. Et il lève la main. Alors, la date et le film. Ça me dit. Ouais. Et quoi d'autre? Tu as d'autres réponses? Des personnages en costume d'époque, une image de guerre. OK. Bien. Qu'est-ce que vous comprenez du coup de cette phrase? Qu'est-ce que vous comprenez? En 1945, en 1942, quand il rentre, il lève la main. Un retour de guerre, date écrite sur un personnage qui se lève, un soldat. Ouais, OK. Maintenant, si je vous dis, quand il connaît la réponse, il lève la main. Alors, pareil, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois un enfant dans une classe qui lève la main. Voilà. Et qu'est-ce que vous comprenez? Alors, un élève en classe, je le vois réfléchir et qu'il comprend. Très bien. Alors, vous savez maintenant que pour comprendre, il faut se faire des images. Et là, dans les 3 phrases que je vous ai dit, c'est la même action à la fin. Il lève la main. Bon, qu'est-ce qui fait que vous avez compris des choses différentes? Nos interprétations, n'est-ce pas? Non, pas tout à fait. Il y a quoi d'autre? Alors, je vais regarder comment Qu'est-ce faire. Le qui fait que vous contexte. avez compris des choses différentes? Certains disent le contexte, Sandy dit notre canal. Le contexte. Voilà. Effectivement. Dans une, je dis en 1942, on imagine que ce n'est pas dans la guerre. L'autre, on imagine que c'est pas. La dernière, on imagine que c'est en classe. Effectivement, c'est le contexte. Et pour trouver le contexte, qu'est-ce que vous avez fait dans votre tête? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre tête pour ce contexte? J'attends des réponses. Ouais. Alors, certains VR, se référer à l'histoire, Ouais. appel à des prérequis, à nos informations, à notre expérience, à notre référence interne aussi. Oui, tout à fait, ok, c'est tout ça. Assembler okay. les images qui correspondent, tout à fait. Donc, du coup, vous êtes allé chercher dans votre mémoire, vous avez fait des liens dans vos connaissances. Vous avez fait un dialogue interne. Vous êtes posé des questions et vous avez fait des liens avec vos connaissances. C'est ce qu'on appelle le dialogue interne, on se sert de ça. Et le dialogue interne, c'est lui qui va déclencher la réflexion. Pour réfléchir, on se sert du dialogue interne. D'accord? C'est ce qui fait la différence entre la compréhension et la réflexion. Donc, pour comprendre, on va se faire une image et on reste sur ce qu'on a vu, sur ce qui est écrit. Et pour réfléchir, on va aller un petit peu plus loin. On va se faire des images dans un contexte. On va se poser des questions. Donc, on va plus loin. Et maintenant, si je vous dis une dernière question, après je ne vous embête plus à mes questions. Est-ce que réfléchir va vous aider à comprendre? Alors, j'attends les réponses. Est-ce que réfléchir va vous aider à comprendre? Va vous aider à comprendre. J'ai un oui. Oui, Gilles nous dit oui. Thierry avait dit oui. Lucie nous dit. Tout le monde nous dit oui, il semblerait. Eh ben non. Eh ben non, pas de chance. Eh ben non. Réfléchir ne va pas nous aider à comprendre parce que pour la réflexion, vous allez avoir effectivement le dialogue interne qui va déclencher cette réflexion et après, qui va aller dans les visuels chercher vos images. On a dit que la compréhension, c'était l'image. Mais si vous ne les avez pas dans votre tête, les images, parce que vous ne comprenez pas, vous allez pour déclencher la réflexion, si vous n'avez pas les images qui suivent derrière, vous n'allez pas comprendre.
Donc, en fait, réfléchir ne va pas aider à comprendre. Donc, ça ne sert à rien de dire à un enfant qui ne comprend pas, mais enfin, réfléchis. Ce ne sont pas du tout les mêmes opérations mentales. C'est là où je vais en venir. Ce ne sont pas les mêmes opérations mentales. Donc, si on le guide pour faire une opération mentale de réflexion, ça ne va pas l'aider à comprendre. Ce n'est pas la même opération mentale. Super. Ouais. Alors, toute une éducation qui s'écroule. Et oui, oui, ça fait mal. Ça fait mal des fois, oui. Excellent. Mais après, quand on sait ça, c'est juste génial. Ouais. 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 Voilà, voilà. C'est juste pour cette petite vidéo. Ben, mon petit PowerPoint est terminé. Donc, c'était pour sensibiliser un peu à ces stratégies d'apprentissage. Vous voyez que ce n'est pas évident. On fait des choses de façon innée dans la tête. On a des automatismes qui fonctionnent. Parce que des fois, on est bien câblé quand même. Il y en a certains qui sont bien câblés. Donc, ça fonctionne. Mais on ne sait pas expliquer ce qu'il faut faire. Et les stratégies d'apprentissage, c'est ça. Et l'enfant, quand il sait ce qu'il doit faire dans sa tête pour apprendre, pour comprendre, pour réfléchir, mais c'est du pain béni, ça va comme dans du beurre. On met en jeu aussi, excuse-moi, je te coupe, on met aussi en jeu la communication parent-enfant, nous dit Sandy, absolument. Tout à fait. Il y a vraiment une relation qui se crée, même l'heure des devoirs n'est plus un cauchemar. Parce que vous savez quoi dire à votre enfant pour que ça marche mieux. Et il touche du doigt la réussite avec beaucoup moins d'efforts et de souffrance. Donc, du coup, il prend confiance en vous. C'est vraiment un jeu avec un partenaire. J'ai fait des formations avec des mamans dans la Nièvre où elles ont réussi à recréer du lien pendant sur le temps des devoirs, qui était un réel cauchemar pendant le confinement. Donc, elles ont réussi, grâce à ces stratégies, à retrouver du lien avec les filles, avec les enfants, et elles s'amusaient à travailler réellement. Donc, j'ai eu des témoignages superbes. Super. J'ai Gilles qui demande, du coup, ça va être intéressant de mettre des petits devant beaucoup d'images avec des mots, liés à des mots. Oui, tout à fait. Parce que d'eux-mêmes, ils vont tout de suite se dire, ben, ce mot, c'est cette image, ils vont comprendre. Super. Ok. Donc, cette aide doit être individuelle, elle ne peut pas être proposée en groupe. Dis-moi un petit peu ce que tu proposes, Cécile, parce que je pense que ce que tu fais, c'est vraiment génial. Je vois tellement de parents et d'enfants en souffrance dans les apprentissages. Dis-nous un petit peu comment tu peux aider toutes ces personnes. Alors, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut travailler en individuel avec les enfants comme ça, ou en groupe. Avec le projet accompagnement à la scolarité qui a été mis en place, on a des groupes d'enfants et on peut installer toutes ces stratégies en groupe. Est-ce que tu as, excuse-moi, je te coupe, est-ce que tu as un PowerPoint qui correspond à ça ou pas, à ce que tu proposes? Est-ce que j'ai qui correspond à quoi? Le PowerPoint, là, il est fini ou il y a encore des images? Non, il est fini. Après, il y a juste l'association avec les 3 volets que propose l'association, les suivis individuels, les formations et les programmes dans les écoles. D'accord, donc tu proposes tout ça. Bah, vas-y, je te laisse, excuse-moi, je voulais juste que les gens aient tes coordonnées. Je ne sais pas si tu les as mis dessus. Eh ben non. Eh bien, alors, j'ai mis le site internet en dessous, là, à côté du tien. Maxime.ch, ouais. iMaxime, il y a un i. iMaxime, d'accord. Il y a un petit i, il ne faut pas oublier. iMaxime.ch. Et sur le site de l'association, vous trouvez tout ce qu'on fait. C'est super, super, génial. Parfait. iMaxime.ch, c'est facile. iMaxime.ch, oui. Et oui, parce que l'idée de ce iMaxime, pour l'instant, on a créé l'association. Vous voyez, l'association, et puis il y a quand même un petit i. Mon rêve, c'est de faire l'Institut Maxime. Bon, on y arrivera. Un institut où il n'y a que la pédagogie PNL, où on arrivera à faire travailler les enfants différemment. Et surtout, à changer notre communication, notre façon de faire. Alors, en fait, je suis prof et j'aimerais aider mes élèves qui sont environ 30 en cours. Oui, mais en ce moment, justement, je suis en train de former des instits. Elles sont tous les mercredis, je les forme. Elles ont des classes de pareil, 28-30 dans les écoles primaires. Et on met en place la mémorisation, la compréhension, la structure des cours, parce qu'il y a la structure de l'information, je n'en ai pas parlé, mais il y aurait tellement de choses à dire. La structure de l'information. Et en fait, ça se prête complètement à la classe. À part la mémorisation, qu'il vaut mieux faire en petit groupe,
Et si c'est un enfant qui a vraiment des difficultés, vraiment le faire en individuel. Mais les autres, ça se prête vraiment à un travail de groupe. Et c'est motivant pour les enfants. Ils sont beaucoup plus participatifs. Ils sont acteurs de la leçon. Il y a une façon en PNL de donner une leçon, justement, qui est complètement différente que celle qu'on connaît dans nos écoles où le prof est devant, il parle et les élèves prennent les notes. C'est juste pas possible, ça. Il faut arrêter. Tu as des bravos de tout le monde, hein. Donc voilà. Ah, merci. Voilà. Est-ce que tu pourrais juste couper ton PowerPoint qu'on te voit en grand? Ah, ben, si vous voulez. Attends, je vais voir faire la manie. Ah, j'arrête le partage, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est moi. Comment te voyez quand même, hein? Ouais. Donc, super. Est-ce que d'autres questions à poser? Parce que ça fait déjà une petite heure, donc je pense qu'on ne va pas tarder à stopper. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Cécile? Donc, on a des merci, des très intéressants. Voilà. Merci à vous deux. OK. Avec les grands ados, questions? Ah oui? Ouais. Bien sûr. Ouais. Théra, d'ailleurs, la vidéo que je vous enverrai sur les stratégies d'apprentissage, c'est Théra Van Doren, qui est prof d'allemand. Je ne sais pas si elle travaille encore comme prof d'ailleurs, mais elle utilisait les stratégies d'apprentissage dans ses cours, hein. Tout à fait. Alors, je suis assistante maternelle. Puis-je mettre en place des outils 0 à 3 ans, au-delà de la confiance en soi et de la gestion des émotions? Tout à fait. J'ai formé des instituts de maternelle et de primaire. Et les instituts de primaire, elles étaient venues à la formation avec la dame qui accompagne l'institut, comment on appelle ça déjà? L'ATSEM, je crois. L'ATSEM. Et donc, elles sont venues, oui, voilà, l'ATSEM. Et elles étaient venues ensemble et c'était génial parce que je leur montrais comment apprendre une poésie, même aux élèves maternels. Elles ont fait des vidéos en classe de la structure de la poésie avec la mémorisation de la poésie. On la dessine, on met de la compréhension dessus, il y a du visuel, et comme ça, ils apprennent à des choses et ils les comprennent. Ils ne récitent pas par cœur des choses qu'ils ne comprennent pas. On arrête de faire des perroquets. Ouais. Parce qu'en apprenant des poésies par cœur comme ça, on les fait passer en plus en auditif, on favorise l'auditif dans les écoles. Ce sont des perroquets, ils nous récitent super bien des choses, mais ils comprennent rien à ce qu'ils disent. Donc ça, il faut changer la chose et intégrer l'apprentissage de la poésie avec du visuel, de la compréhension, mais tout est fait à la base, c'est génial. Ouais. Donc alors, oui, ça se fait en maternelle. Alors j'ai deux questions. Il y a Kenza d'Algérie qui nous demande est-ce qu'il y a des formations proposées en ligne. Et puis j'ai Sylvie qui demande ces méthodes sont utilisables jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce qu'on ait envie d'apprendre. Voilà, il n'y a pas. Moi, je les ai apprises pour moi parce que moi, je suis 10 et ça m'a permis de pouvoir avoir une bonne synthèse dans mes formations, d'organiser mon information, de mémoriser, d'intégrer beaucoup plus rapidement les choses sans souffrir et avec beaucoup moins d'efforts. Donc, ça sert aux petits, aux grands, aux adultes, à tout le monde, tous ceux qui ont envie d'apprendre en fait. Alors, on a le même cerveau, on l'utilise juste pas pareil. Tu as un témoignage de, alors j'ai le nom mais pas le prénom, c'est Lafay qui dit après 6 jours de formation avec Cécile, je vous témoigne que c'est une révolution dans les devoirs et dans les relations parents. Donc voilà, voilà. Super les témoignages. Super. Voilà. Ouais. Vraiment, ça change la relation, c'est vrai. Sandy nous dit qu'elle conseille la formation PNL. Effectivement. Merci, Sandy. Relation parent-enfant, génial. Voilà. Et on te félicite vraiment pour tout ce que tu fais. Et voilà, je suis effectivement. Donc, on a des bravos de partout. Super. Merci tout le monde, ça me fait plaisir. Ah, Mathilde, de la Nièvre. Voilà. Ah bah oui, tu vois maintenant. Ok. Eh bien, écoutez, super. Une dernière question, s'il y en a une. On est pas mal. Super. Eh bien, écoutez, ravie d'avoir passé cette soirée avec vous. C'était très intéressant. Elle n'a pas eu de réponse à sa question. Kenza n'a pas eu de réponse à sa question. C'était quoi, Kenza? Je n'ai pas eu de réponse à ma question. Ah oui, si, c'était pour. Est-ce qu'il y a des formations en ligne pour l'Algérie? Pas encore. Mais bon, pourquoi pas? Voilà, à voir, à développer beaucoup de choses cette année, mais je n'ai pas fait encore la formation en ligne.
Écoute, moi, je suis la reine des formations en ligne. Donc, il y a les formations PNL en ligne. Hein. Les bases PNL et les techniciens PNL sont en ligne, par contre. Mais Ok. effectivement, tu vois, apprentissage, Cécile, ça sera un projet qu'on pourrait mettre en place. Oui, tout à fait. Parce que je pense que Pourquoi ça pas? C'est une bonne idée, Kenza. Pourquoi pas? Voilà. Super. Eh bien, parfait. Voilà. Eh bien, génial. Eh bien, super. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Cécile. Je trouve que… Et moi, Cécile, j'ai eu en formation. Donc, Avec plaisir. elle est passionnée. C'est vraiment avec plaisir que je partage tout ce qu'elle fait. Je donne souvent ses coordonnées, l'association Maxime, etc. Je pense que ça répond à un tel besoin. Ouais. Et moi, mon rêve, et j'ai essayé de le faire, mais c'est que la PNL soit enseignée dans les écoles. La PNL, déjà, sur la communication, la gestion de l'émotion, les stratégies de réussite, la préparation mentale. Et en plus, il y avait les stratégies d'apprentissage. Alors, ce serait vraiment, waouh, génial. Alors, un jour peut-être. Et pourquoi pas? Je travaille pas mal de plus en plus avec les écoles. Ouais, ah ben, c'est super. Ouais. Merci à toi, Cécile. Merci à tout le monde. Merci à toi, Tania. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir.